Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Nous en parlons avec Benjamin Louvet, avec nous à distance, en visio, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous. Donald Trump est donc en visite dans le Golfe. L'occasion quand même de parler du pétrole et de revenir sur les annonces de l'OPEP+, le 3 avril dernier. Donc on était en pleine séquence tarifaire et au moment de Liberation Day, on avait également l'idée de libérer quelques barils supplémentaires au-delà de ce qui était prévu. 8 pays membres de l'OPEP, emmenés notamment par l'Arabie Saoudite, annonçaient début avril leur volonté de mettre 3 fois plus de barils, remettre sur le marché 3 fois plus de barils jour que prévu initialement, ce qui avait créé un petit choc sur les prix du pétrole. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce changement de stratégie de l'OPEP, Benjamin? Quels sont les objectifs poursuivis? Et est-ce que c'est, j'allais dire, gagnant-gagnant dans la relation entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'administration américaine de Donald Trump? Bonsoir Grégoire. Alors, sur la décision de l'OPEP+, ce qui est important de noter, c'est qu'en réalité, la raison de cette hausse de la production, c'est une pression mise par l'Arabie Saoudite sur certains États membres qui ne respectent pas les quotas de production. On parle principalement de l'Irak et du Kazakhstan qui ne respectent pas leurs quotas, qui produisent au-dessus de la production qui leur est fixée. Et donc l'Arabie Saoudite commence un peu à s'impatienter. Je rappelle que l'Arabie Saoudite, au-delà des coupes qu'elle a faites dans le cadre de l'OPEP, a en plus daigné faire à titre personnel des coupes supplémentaires d'1 million de barils par jour. Et donc là, en fait, elle dit aux autres membres de l'OPEP, moi je veux bien jouer mon rôle de stabilisateur sur ce marché et aider à ce que le prix du pétrole ne baisse pas trop dans un contexte où la demande a tendance à ralentir, mais il faut que tout le monde joue le jeu parce que sinon, moi, Arabie Saoudite, je suis capable d'encaisser une baisse des cours du pétrole pendant quelques mois et des prix du pétrole faibles pendant quelques mois, ça sera beaucoup moins simple pour vous. Donc c'est aussi un moyen de faire rentrer tout le monde dans le rang. Alors le problème, c'est que ça tombe à un moment, enfin c'est tombé à ce moment-là, à un moment qui n'était pas forcément très opportun, puisque on était déjà dans un contexte où avec le Liberation Day et les nouvelles taxes annoncées par Trump d'un côté, puis par la Chine en représailles, eh bien on avait une demande de pétrole, une croissance de la demande de pétrole qui était revue en baisse par toutes les agences qui s'intéressent au marché du pétrole, l'Agence internationale à l'énergie, l'OPEP et l'Agence américaine à l'énergie. Et donc tout ça a mis une pression assez forte sur le prix du pétrole. Il se trouve que depuis, on a eu un accord entre la Chine et les États-Unis qui a permis d'être un petit peu plus optimiste sur la croissance mondiale. On a vu hier un certain nombre de cabinets d'analyse remonter leurs prévisions de croissance sur l'Europe, sur la Chine. Et donc ça devrait soutenir un peu la demande du prix du pétrole. Mais en faisant ce mouvement de remettre du pétrole sur le marché, l'Arabie Saoudite peut donner l'impression d'aider Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump, au dernier forum de Davos, en visioconférence, avait demandé l'aide de l'Arabie Saoudite pour faire baisser les prix du pétrole. Le problème, Grégoire, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump se retrouve dans une situation un peu compliquée où les prix du pétrole ont tellement baissé qu'on arrive sur des niveaux où, pour les producteurs de pétrole de schiste, c'est plus très intéressant de produire davantage. Et donc, on le voit bien dans le nombre de forages qui sont réalisés aux États-Unis, qui sont en baisse, hein, et le nombre de forages gaz plus pétrole depuis le début de l'année sont au plus bas. Et il n'y a plus vraiment de volonté sur ces niveaux de prix des producteurs de pétrole de schiste d'augmenter leur production. Puis il y a un deuxième élément qui est problématique pour Donald Trump, c'est que la baisse des prix du pétrole vient contrarier un de ses plans qui est de faire baisser le déficit commercial américain. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2015 et le développement du pétrole de schiste, la très forte augmentation de la production de pétrole aux États-Unis fait que aujourd'hui, les États-Unis sont exportateurs de pétrole. Et donc, ça va un peu à l'encontre de ces objectifs. Et puis, dernier point qui vient en plus encore compliquer la tâche de Donald Trump, les différentes taxes qu'il a pu mettre, notamment sur l'acier, ont entraîné un renchérissement des coûts de production pour les pétroliers de schiste. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec des pétroliers de schiste qui n'ont pas vraiment vocation à augmenter leur production. Dernier point, Grégoire, sur un peu plus long terme, un élément intéressant, dans les conférences sur le pétrole qui ont lieu en ce moment, on commence à trouver des membres des producteurs de pétrole de schiste, notamment Harold Hamm, hein, qui est une figure emblématique de ce secteur et qui est très proche de Donald Trump, qui commence à évoquer publiquement le fait que
le pétrole de schiste pourrait atteindre son pic de production quelque part entre 2027 et 2030, c'est-à-dire très bientôt. Et il ne faut pas oublier que c'est grâce à ce pétrole de schiste qu'on a réussi à absorber la hausse de la demande depuis 2008. Sinon, sur le reste de la production, on est plutôt sur un plateau. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait rentrer dans une période qui pourrait commencer à devenir compliquée, à moins qu'on accélère sur la transition énergétique. Bon, sur le front de la guerre commerciale, alors il y a plein de sujets qui s'entremêlent, mais on a compris que c'était une guerre des ressources en général pour Donald Trump. Les métaux industriels, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'on attend des résultats d'enquête du Trésor américain, par exemple, sur le cuivre, qui pourraient donner lieu à des tarifs peut-être spécifiques, comme on les met régulièrement sur l'acier et l'aluminium, qui sont toujours, j'allais dire, les usual suspects dans ces guerres commerciales. Et puis, il y a bien sûr la question des métaux critiques. Est-ce qu'on a idée, dans le cadre de négociations entre les États-Unis et la Chine, de ce qui peut s'arranger sur la question des métaux critiques et des exports de métaux critiques par la Chine? Alors, la première chose, Grégoire, à noter, c'est que vous avez raison, les métaux critiques sont aujourd'hui une des principales préoccupations de Donald Trump. Juste un chiffre, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, il a pris 145 décrets sur tous les sujets, ça va de la religion au wokisme, en passant par les produits pharmaceutiques. Eh bien, au milieu de ces 145 décrets, les produits qui sont le plus cités, et qui concernent le plus de décrets, ce sont les métaux, avec 8 décrets pris depuis sa prise de pouvoir. Et il y a aussi un autre changement intéressant à noter, c'est que dans un des premiers décrets qu'il a pris, juste après son investiture, le 20 janvier, il y a une définition de l'énergie qui est donnée, et dans la définition de l'énergie, on inclut les métaux critiques. C'est un profond changement. Donc maintenant, dès qu'on parle d'énergie aux États-Unis, il y a eu un ministère de la domination énergétique qui a été créé, un comité de la domination énergétique qui a été créé, et il inclut les métaux. Ça montre bien l'importance de ce sujet. Mais ce sujet, on le voit aussi dans son importance, effectivement, parce que c'est sans doute une des explications de la reculade et entre guillemets de la baisse des tensions entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas oublier que quand Donald Trump a mis ses taxes en place sur la Chine a répondu par des taxes, mais elle a aussi répondu à côté par une mesure toute simple qui consistait à mettre en place des licences d'exportation, c'est-à-dire tout bonnement suspendre les exportations de 7 terres rares lourdes dont elle produit ou elle raffine 99% de la production mondiale. Sans ces terres rares lourdes, vous ne faites pas de semi-conducteurs, vous ne faites pas d'éoliennes, vous ne faites pas de panneaux solaires, vous ne faites pas vous ne faites pas de voitures électriques, vous ne faites pas d'avions de chasse, vous ne faites pas de sous-marins. Donc c'est vraiment un vrai sujet pour Donald Trump. Ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, dans le cadre des annonces qui ont été faites ce week-end après les négociations entre la Chine et les États-Unis, il a été fait mention que toutes les contre-mesures non financières entre la Chine et les États-Unis seraient enlevées, mais la mise en place de licences d'exportation sur les terres rares n'a pas été présentée comme une contre-mesure. Et on n'arrive pas à savoir aujourd'hui si cette mesure est levée ou pas. Mais Trump est clairement dans une situation où les métaux sont une vraie préoccupation. Donc on l'a dit, il les a inclus dans les énergies. Il a passé un décret pour accélérer l'obtention des permis aux États-Unis pour les groupes miniers. Il a passé un décret qui fait scandale, où il autorise les groupes miniers à aller explorer les fonds marins pour aller chercher des nodules polymétalliques, ce qui serait une catastrophe écologique. Mais il a également mis en place, vous avez raison de le mentionner, une enquête dite section 232 de l'accord sur le commerce, qui vise à voir si le commerce sur un métal comme le cuivre est correctement organisé au niveau mondial, ou si les Américains subissent des pressions anormales. Et donc, il est envisagé possiblement de mettre des taxes sur les importations de cuivre aux États-Unis, ce qui a complètement désorganisé le marché du cuivre au niveau mondial. Mais on en a peu parlé. À la suite de ce décret lançant une enquête section 232 sur le cuivre, il a lancé une enquête sur l'ensemble, section 232, sur l'ensemble des technologies relatives au traitement des métaux critiques. Donc ça pourrait être beaucoup plus vaste que ça. Bref, on le voit bien, les métaux sont aujourd'hui au centre de la politique de Donald Trump, et c'est clairement un des talons d'Achille majeurs de l'administration américaine. Trouve de quelle manière dans les prix de ces métaux aujourd'hui, Benjamin? Alors pour l'instant, on le retrouve à la marge, parce que
la mise en place des barrières douanières a fait craindre un ralentissement économique, qui a donc fait craindre un ralentissement de la consommation de métaux. Il faut bien comprendre que le prix des métaux, contrairement au prix des actions ou des obligations qui embarquent l'avenir de l'entreprise avec l'actualisation des flux futurs dans la valeur des actions ou des obligations, le prix d'une matière première, il est fixé spot, c'est-à-dire en fonction de l'équilibre instantané entre l'offre et la demande. Donc, tant que les tensions ne se matérialisent pas, les prix tardent à monter. Mais plus ils tardent à monter, moins il y a d'investissement dans le secteur minier et donc plus la hausse derrière risque d'être importante. D'où la nervosité, je pense, qui est en train de gagner un petit peu le président américain. Il ne faut pas oublier une chose, Grégoire, c'est que le plus gros consommateur de métaux dans le monde, c'est la Chine, hein. Et l'Asie du Sud-Est, dans son ensemble, consomme 70% des métaux de la planète. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il semble que la Chine ait une volonté d'accélérer sa transition énergétique, qui est le principal pôle d'augmentation de la consommation de métaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, vous avez eu la Russie qui a envahi l'Ukraine, et je pense qu'à ce moment-là, les Chinois ont fait la liste de leurs forces et de leurs faiblesses. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'une de leurs grosses faiblesses, c'est que sur l'énergie, eh bien, ils étaient encore très dépendants de l'étranger, et que s'ils voulaient avoir une force de négociation importante dans un monde qui se déglobalise, eh bien, l'indépendance énergétique est extrêmement importante. Et depuis, ils ont considérablement accéléré sur leur transition énergétique. Ils ont installé 65% des panneaux solaires installés l'année dernière ont été installés en Chine, 50% des éoliennes, 60% des véhicules électriques vendus dans le monde ont été vendus en Chine. Il y a une vraie volonté, et cette volonté d'accélération, on la retrouve encore cette année. Et ça, c'est le principal moteur probable de la hausse de la demande sur les métaux. Donc, on ne la retrouve pas aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant pour les investisseurs, hein, parce que si elle n'est pas encore dans les prix, c'est qu'elle peut venir dans les années qui viennent. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.